Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une conciergerie à partager son expérience. On va dans un premier temps parler des JO puisque cette personne a une conciergerie à Paris. On va parler de l'impact des JO sur sa conciergerie, sur le fait que, vous devez le savoir, ça ne se remplit pas. Pourquoi? On va en parler dans la première partie. Et dans la seconde partie, on va voir quelque chose de très important. Est-ce que il faut pas, au bout d'un moment, sélectionner ses biens et comment les sélectionner? En fait, on va parler de rentabilité et il nous fait même un petit cadeau et il nous partage sa matrice sur comment il choisit ses logements. Est-ce qu'il va être rentable selon ses coûts, selon son temps? Donc, ça va être un super épisode. Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter qui sort tous les jeudis. Et d'ailleurs, pour recevoir la matrice que Camille, dans l'épisode, nous propose, vous l'aurez dans la newsletter. Donc, pensez à vous abonner. Si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie, c'est-à-dire le mercredi, demain, vous avez dans la newsletter la matrice de Camille et vous l'aurez aussi la semaine suivante parce que certains ne l'écoutent pas le jour de sa sortie. Donc, et puis si vous ne l'avez pas au moment où vous écoutez l'épisode parce que vous l'écoutez un peu plus tard, vous m'envoyez un petit message, je vous la partagerai avec plaisir. Commençons l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille, bienvenue sur le Bonjour podcast La Vanessa. Conciergerie. Comment vas-tu? Extrêmement bien. Et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, tu es l'invité du podcast. Tu as une conciergerie sur Paris. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ta conciergerie, depuis quand elle est créée, si tu veux partager ton nom de biens aussi. Je te laisse la parole. Carrément, carrément. Alors, du coup, je m'appelle Camille. Historiquement, je viens de l'hôtellerie, donc études dans l'hôtellerie et puis un petit peu travaillé dans le monde plus classique, disons, de l'hôtellerie. J'ai rapidement bifurqué pour travailler pour une conciergerie assez connue qui s'appelait Lucky Homes à l'époque. Et j'ai travaillé dans les opérations et j'ai tout de suite pris goût à ce monde de la conciergerie, de la location saisonnière, etc. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai été chez Airbnb directement pour m'accompagner des cohortes expérimentées, des premiers cohortes expérimentés à l'époque où il y en avait 8-10 maximum sur le sol français. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 2000, donc c'est la jeunesse de l'histoire. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de devenir moi-même l'élève du professeur, en parenthèse, que je suis. Et donc, je me suis lancé, j'ai monté ma conciergerie il y a 3 ans, qui s'appelle Benvini. Alors, tu as dit une conciergerie, plutôt 2, puisqu'on a une antenne dans le sud de la France. Et en termes de chiffres, aujourd'hui, on a un peu plus de 300 biens en gestion sur Paris et banlieues parisiennes et une cinquantaine de biens en logement sur le sud de la France. Ok. Parlons-en de Paris. Les JO, c'est pas une surprise. Est-ce que tu peux nous dire si tu as trouvé qu'il y avait un impact depuis l'annonce des JO à Paris et comment tu as géré cet impact, s'il y en a eu un? Alors ouais, il y a eu même plusieurs gros impacts et c'est marrant parce qu'on a découvert un petit peu la situation au fil du temps et je pense que c'est un petit peu le cas de tous les acteurs du tourisme si on élargit un petit peu l'image de cet impact. Évidemment, à l'annonce du coup des Jeux Olympiques, il y a tout de suite eu ce raccourci, ce parallèle en se disant bon, le nombre de demandes va exploser, forcément l'offre va être inférieure à la demande, donc les prix vont exploser, ça va être une très belle période pour nous, comme on l'a déjà vécu avec des événements un peu plus ponctuels, mais comme on le vit chaque année, par exemple à Paris avec les Fashion Week, les différents salons qu'il y a, quand il y a des gros concerts ou des événements sportifs, bon, il y a une grosse affluence, moins de logements sur le marché, puis du coup on se retrouve à pratiquer des prix qui sont un petit peu exagérés parfois, mais à notre avantage. Donc on s'est un peu assis sur ces acquis en se disant bon c'est super, on va faire des beaux mois, on va avoir beaucoup de logements pris, etc. Sauf que le mois s'est passé. Et du coup, tout le monde a eu la même idée. On s'est retrouvé avec énormément de logements sur le marché. Sauf erreur de ma part, la supply, donc le nombre de logements sur le marché a carrément doublé. Donc ce qui fait que forcément, règle économique toute simple, la demande
a pas bougé ou a un petit peu augmenté. Le nombre d'offres a doublé. Forcément, le prix d'équilibre c'est baissé, enfin du coup a baissé. Et puis donc au fil du temps, on a commencé l'année passée avec des logements mis avec des prix très hauts, et puis les logements se louent pas, et donc on baisse un peu les prix. Les propriétaires derrière ne comprennent pas forcément parce que les médias ont relaté le fait que les logements allaient se louer très cher. Donc forcément, les propriétaires entre un son de cloche très bon, et puis nous un peu plus réalistes en leur disant bon écoutez, si vous baissez pas vos prix, vous allez pas louer. C'était un petit peu une confrontation avec eux. Et puis aujourd'hui à J-60, un petit peu plus, on se retrouve avec un parc parisien qui est complètement vide. Je crois qu'on est un peu plus de 15 ou 18% de taux d'occupation global Ah oui. sur les logements Airbnb. Je crois qu'en hôtellerie, pour faire un parallèle, ils sont à 40-45%, tout confondu, donc que ce soit des hôtels de première catégorie ou des hôtels un peu plus luxueux. C'est Est-ce un que petit peu la guerre aux clients. est-ce que tu penses que les hôtels sont plus complets parce qu'ils ont su gérer, le nombre d'hébergements et leur prix? Est-ce que c'est lié? Ouais, je pense que l'avantage de l'hôtellerie par rapport à nous, c'est que ils ont du récurrent. Donc ils ont des gens qui sont habitués, qui sont des habitués de leur marque, qui sont des habitués de leur établissement. Et donc c'est des gens qui sont allés chercher de prime abord. Nous, on a peu de répétitions sur les appartements, sur les logements. Donc on va vraiment devoir séduire quelqu'un à chaque fois. On va devoir être visible et puis pour attirer des réservations. Donc je pense que c'est la différence qu'il y a eu. Et les structures sont différentes aussi en hôtellerie. Ils ont voilà, beaucoup plus de choses à faire en marketing, en revenu management, etc. Donc ils sont beaucoup plus dynamiques là-dessus. Mais ils en pâtissent, hein, ils en souffrent aussi. L'embellie du truc n'est en vrai pas si belle que ça. Ouais, beaucoup de propriétaires se sont dit: «C'est l'Eldorado cette année. On Carrément. va louer on va louer pendant 3 semaines, on va partir. On va louer pendant 3 semaines s'il faut». Et en fait, bah, ça se loue pas. Est-ce que c'est, j'ai pas comparé, après le taux d'occupation, hors JO et avec JO. Est-ce que, c'est encore moins élevé parce qu'il y a beaucoup de demandes ou est-ce que c'est similaire quand il y a pas de JO? Alors, en vrai, pour être honnête, c'est un petit peu faux de parler maintenant. Ce serait plus intéressant de faire un bilan après parce que on estime que, ça c'est un autre phénomène dont je vais pas parler, mais que le gros de la réservation va se faire un peu last minute. Pourquoi? Parce qu'en se mettant à la place du voyageur, bon, il se dit, Paris, il y a un événement certes, mais il y a énormément de logements disponibles. Pourquoi est-ce que je vais dépenser, surtout vu la conjoncture actuelle, pourquoi est-ce que je vais dépenser mon budget logement aujourd'hui en mai, alors que je peux le garder et puis le dépenser en juillet? Je sais que je vais trouver un logement, je sais qu'il y a de l'offre sur le marché, etc. Donc je pense, je suis assez optimiste et j'espère, hein, parce que sinon ça va être un peu la douche froide, mais qu'on va réussir à faire des taux d'occupation qui vont être intéressants, parce que ça reste un événement, ça reste des mois qui sont très attractifs à Paris, mais maintenant ça va être un petit peu last minute, et puis à quel prix, je sais pas. Donc là, c'est côté voyageur, mais côté propriétaire, du coup, tu as eu beaucoup de demandes, depuis un petit moment pour des nouveaux logements? Énormément, un peu trop. Ouais, énormément, en fait, le mot s'est passé, et puis tout le monde, déjà les Parisiens quittent Paris pendant les JO, parce qu'ils ont un petit peu peur du désordre que ça va être. Ce qui est dommage parce qu'ils devraient être fiers d'avoir un événement, accueillir un événement Ouais. voilà, aussi rare dans leur ville, mais bon, voilà, c'est un autre débat. Et du coup, voilà, on a eu énormément de contacts de personnes qui nous disent d'entrée, bonjour, je vous appelle pour les JO, est-ce que c'est faisable, etc. Donc, on a pris des pincettes, on a bien renseigné les gens. Nous, chez Benfin, on a pris le parti d'être transparent et voir un petit peu pessimiste, et au moins de pas avoir de déception par la suite. Et puis, mais oui, énormément de demandes, énormément. Ouais, tu penses que, certaines conciergeries ont voulu aller, sur ce, segment en se disant: «Je vais créer ma conciergerie pour les JO parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes et je vais peut-être vendre un peu de rêve»? Ouais, c'est un phénomène qu'on a vu, et on a vu naître des entités qui voilà, qui n'existaient pas avant. Bon, parfois les sociétés légales n'étaient même pas créées, et puis on voyait des pubs passer sur Facebook, Instagram, etc. Les gens avec un discours un petit peu voilà, utopique, et c'est dommage. Et je me dis bon voilà, ils vont prendre leur coup sur juillet août, ils vont peut-être disparaître par la suite, il y aura des litiges à gérer, enfin, c'est pas top. On a préféré, comme on est assez établi et puis on a une stratégie long terme, et l'idée c'est de vivre encore quelques années, on a préféré être transparent et
avoir moins de biens, certes, mais au moins avoir des gens qui savent potentiellement ce qui peut arriver ou pareil. Côté propriétaire, aujourd'hui, il y a des propriétaires qui nous écoutent. Est-ce que il peut encore mettre son bien à Paris pour les JO? Est-ce que il trouvera une conciergerie? Est-ce qu'il y trouvera des voyageurs? Alors, on a encore beaucoup de demandes, et d'ailleurs des gens qui nous posent souvent cette question d'entrée, de savoir si c'est trop tard. Au vu du taux d'occupation qu'on affiche nous sur le mois de juillet et août, donc fin juillet, début août, qui sont les périodes clés des JO, il n'est pas trop tard, il y a encore du monde, il peut y avoir encore des réservations. Donc non, c'est pas trop tard. Et puis, voilà, je pense qu'il y a encore des conciergeries, on en fait partie, je ne vais pas faire de publicité, mais qui accueillent encore des voyageurs, des propriétaires pour ces dates. Donc oui, il est jamais trop tard. Il y a un phénomène qui existe depuis les mois Covid, de last minute sur les plateformes de location. Et C'est vrai. on estime qu'une semaine avant une date de location, il est toujours possible d'avoir une location pour cette date. Donc, Ouais, d'accord. Et pour une conciergerie qui voudrait se lancer, est-ce que c'est la bonne période pour se lancer? Est-ce qu'elle devrait plutôt pas démarrer sur cette période-là? Qu'est-ce que tu en penses? c'est une bonne question. Ça dépend de sa stratégie long terme. C'est vrai que c'est une période qui va être assez compliquée. Ils vont avoir en face des propriétaires qui ont des grosses attentes, qui vont réussir à répondre à ces attentes. Et puis, opérationnellement parlant, ça va être une période un peu complexe parce que les équipes ne peuvent pas forcément se balader dans la ville, pas se balader, travailler dans la ville, les autorisations qui sont nécessaires. La typologie de clients, voyageurs, du coup, qui sont les spectateurs événementiels, c'est une typologie de clients qu'il faut savoir apprivoiser, si je peux dire. Donc, commencer sur une période événementielle aussi forte, c'est un pari à prendre et puis c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, je pense que il va y avoir un gros pic en fait de logements qui vont être éphémères en fait Ouais. et du coup, faut gérer cette logistique, et quand on Complètement. démarre, on n'a pas toujours cette logistique et après, ça va être, des logements que la conciergerie n'aura plus en gestion. Donc il va falloir aussi pouvoir gérer sa trésorerie derrière. Alors, oui et non, parce que alors, ce qu'on espère aussi, c'est qu'on aura donné le goût à des gens de laisser leur appartement sur les plateformes en location saisonnière quand ils sont pas là. Et on espère que sur les X nouveaux logements qu'on a, qui sont là que pour les JO normalement, c'est le brief de base, il y en a qui puissent venir nous voir en fin août en disant oh, mais c'était sympa, nous on a passé des bonnes vacances, tout s'est bien passé, bon ben, on remet ça en décembre, etc. etc. Voilà, c'est un peu l'espérance qu'on Ouais. a. Donc en fait, toi, enfin ta stratégie, c'est prendre tous les logements et derrière, peut-être, en convertir sur du long terme et les autres, ils vont partir, c'est ça? Pour les, euh, Pour Les les JO? JO, oui, c'est pas ma stratégie globale, mais pour cette période JO, l'idée c'est de pouvoir prendre un maximum de logements qui soient ouverts sur cette période, d'essayer de les séduire un petit peu en leur donnant un goût de ce que représente enfin, ce que peut être la location courte durée pendant leur absence, et puis potentiellement après de pouvoir établir une relation long terme. Tu disais, pour la pour les JO, oui, mais pas sur ta stratégie globale. C'est-à-dire que tu prends pas tous les logements sinon? Euh, c'est l'erreur que j'ai faite au début, qui est un petit peu, j'imagine, une erreur de personnes, mais sur tout business confondu, c'est qu'on a souvent l'indicateur de réussite ou de performance d'un business. Alors, je prends le cas de la location pour durer ou de la conciergerie. C'est souvent la première question qu'on te pose quand tu as une conciergerie, c'est ah, et t'es combien de logements? Et, euh, et c'est l'indicateur un peu clé. Ah, j'en ai 10, ok, je débute, j'en ai 100, j'en ai 200, ah ouais, ok, une grosse conciergerie, etc. Et ce qu'on oublie derrière, c'est que sur cette typologie de métier, un appartement, bah, c'est un chiffre, ok, certes, mais derrière, on n'a pas forcément sa rentabilité ou les charges que ça engendre, ou le temps qu'il prend, etc. Et pour revenir du coup à ce que je disais, l'erreur qu'on avait fait aujourd'hui, enfin avant, c'était qu'on a voulu très vite être gros, avoir beaucoup de logements pour pouvoir répondre à cette question en disant oui, on a 100 logements, 100 logements. Mmh. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'en fait, fois pour un logement que tu as, t'en as un autre du coup qui te fait perdre gain, donc tu as un gain, une perte qui s'équivaut, et au final, tu en as zéro sur les deux. Donc, l'erreur, peut-être, c'est de prendre des logements qui ne seront pas rentables. C'est difficile à déterminer, hein, parce que de prime abord, un logement, c'est quelque chose que tu vas louer et on se rémunère sous forme de commission, donc c'est forcément un revenu. Mais au final, il y a plein de paramètres qui sont pas pris en compte, et donc, ce qu'on a fait, nous, pour pallier à tout ça, c'est qu'on a mis en place des tableaux d'analyse pour essayer de comprendre concrètement aujourd'hui un logement, si on le prend, qu'est-ce qui peut nous rapporter au mieux, qu'est-ce qui peut nous coûter, quels sont les risques qui nous pendent au nez, et puis si à la fin de l'équation, est-ce que c'est positif, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, ou est-ce que parfois, et c'est un peu difficile de dire ça, mais parfois est-ce que ça vaut pas le coup de simplement refuser un mandat
Ouais. Et ce tableau-là, c'est un tableau que tu fais avant de prendre le logement ou c'est un bilan que tu fais au bout d'un certain temps? Les deux. Les deux, on a créé du coup une matrice qui nous permet en amont de rentrer pas mal de paramètres d'un logement et de comprendre ce qui va pouvoir nous apporter, nous coûter, combien de temps il va être disponible, est-ce que le propriétaire va revenir souvent, et puis du coup ça va engendrer des frictions, parce que c'est toujours des temps de friction sur ce genre de transaction. L'état du bien, est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous pend au nez en termes de travaux, voilà, je sais pas moi, La une vitre maintenance, qui ouais. menace de se casser, ou voilà, toutes des choses qui vont nous demander du temps et des investissements financiers. Ça c'est le bilan initial, si tu veux. Et puis après, bon, on fait un suivi, donc au fil des mois, bon, ben, est-ce que ce qu'on a prédit est juste, combien on a gagné, combien on a perdu, et est-ce qu'on va dans la direction où on veut aller, et puis sinon, ben, on rétablit le truc, quoi. OK. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail, sur, ce que tu as créé, ce fichier-là? Tu veux dire que tu as, intégré un peu toutes tes charges que tu as pu, diviser par nombre de logements, c'est ça? Complètement, complètement. Je le partage volontiers d'ailleurs aux auditeurs s'ils le souhaitent, mais c'est simplement une grosse matrice où il y a vraiment voilà, des prévisionnels de revenus en ligne 1, pessimiste, moyen et puis optimiste, en fonction des temps du coup qu'on nous laissera en gestion. Parce qu'il faut savoir que, alors là je m'adresse purement, disons, aux villes dans lesquelles la législation est un petit peu complexe comme Paris. Paris, on a le droit du coup de gérer nous des résidences principales, à Mmh. hauteur de 120 jours par an. Donc, c'est majoritairement des appartements qui sont habités. Euh, on les a pas toute l'année, en tout cas pour des périodes. Ça peut être des gens qui partent que des week-ends, des gens qui vont partir 2 semaines en avril et puis pas du tout le reste de l'année. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc ça, c'est la première ligne, le revenu qu'on va pouvoir aller chercher, minimum, médian et maximum. Et puis derrière, ce revenu, on va le confronter à deux choses, aux charges donc, financières. Quels sont du coup, les coûts concrets que ça va me coûter, du coup, en termes de ménage, en termes d'opération. Qu'est-ce qu'un loupé pourrait me coûter aussi? Ça, c'est hyper important de se dire, voilà, si j'ai un ménage, je donne un exemple, à 80 euros, je sais que si j'ai un loupé sur un ménage, potentiellement, j'ai à 80 euros qui pourrait m'être imputé aussi. Donc ça, c'est toute la partie, disons, moyenne, qui est la partie charge. Et puis après, il y a la Mmh. partie temps. Alors là, c'est un peu plus complexe. Et puis si des propriétaires m'écoutent, ils vont faire un peu la tête, mais on met un petit peu des notes sur les différents propriétaires qu'on a, parce que on a, aussi gentils soient-ils, hein, qui nous prennent beaucoup de temps, au sens ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'être Oui. rassurés, ils nous Mmh. sollicitent beaucoup. Et on le propose, hein, cet accompagnement. On répond au téléphone, on prend des temps avec eux, on fait des réunions, etc. Mais tout ce temps, bon, ça bouffe des ressources et du coup, il faut le mesurer. Il faut le confronter du coup aux revenus que peuvent apporter un appartement. Donc sur un petit studio, par exemple, si derrière tu passes 10 heures par semaine avec le propriétaire pour vraiment faire des points, etc., est-ce que l'un dans l'autre, la ressource versus le gain, il est bon? En l'occurrence, ce tableau te permet de dire que pas vraiment et que il va falloir peut-être un peu structurer la manière dont tu donnes du temps ou peut-être simplement voilà, arrêter la collaboration en disant que la typologie de propriétaire ne te convient pas. Ouais et du coup, ça, tu le vois pas de suite en général, que ce propriétaire va te prendre du temps. Donc du coup, tu adaptes Non, le temps, quoi. C'est ça? ouais. OK. On essaie de mettre très vite en place des espèces de règles, voilà, avec des heures de contact, avec des réponses. On a une FAQ qui est en train de grandir de plus en plus. On va les rendre, disons, de plus en plus autonomes pour avoir des réponses à des trucs un peu classiques et basiques qui peuvent être répondus, disons, par un document. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle, donc c'est un petit peu la nouvelle prochaine étape qu'on veut mettre en place, de pouvoir avoir voilà, quelqu'un de fictif qui puisse nous accompagner là-dessus. Mais à la fin de la journée, on travaille dans des métiers de l'hôtellerie et ça induit enfin, ça implique de l'humain. Et donc, voilà, c'est ce qu'on aime faire aussi. Donc, c'est un peu dur aussi de se faire remplacer par des machines. Beh, comme tu l'as gentiment proposé, oui, je veux bien que tu me partages, cet outil, qui est à personnaliser du coup selon la ville, j'imagine aussi et selon Bien ses sûr. coûts Mmh. et ce que je ferai, c'est que je la partagerai dans la newsletter le jeudi, vu qu'elle sort, le lendemain de la sortie de l'épisode et je le partagerai sur 2 semaines parce que certains n'écoutent pas l'épisode, le jour de sa sortie. Comme ça, Bien ils sûr. pourront avoir accès. Donc bah, c'est très Bon. gentil de ta part et c'est vrai Avec plaisir. qu'on calcule pas assez ses coûts, enfin, il y a pas que ses coûts, en fait, il y a le coût de revient de la gestion d'un appartement et c'est vrai que c'est important ça. Tu vois, on n'avait pas Complètement. prévu de parler de ça, mais c'est vraiment très important. Complètement.
Complètement, complètement. Et alors, historiquement, nous, on avait des coûts d'acquisition, alors c'est encore autre chose, mais c'est-à-dire que quand un propriétaire nous contactait, alors, on nous contacte toujours aujourd'hui, on a une équipe commerciale, etc. Donc, c'est toute de la rémunération qu'il faut faire en amont. C'est des charges, donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, quand on part avec un propriétaire, on commence à moins. On a un commercial qui a Ouais. été payé, on a des coûts marketing, on a des coûts publicitaires, etc. Donc, est-ce que ce mandat va rapidement réussir à combler ce moins, ou est-ce que ce moins va rester longtemps à moins et du coup c'est pas intéressant? Ça, c'est des choses à prendre en compte aussi quand on commence à structurer une société qui commence un peu à grossir, qu'on a du marketing, des commerciaux, etc. C'est vrai qu'en plus, certaines conciergeries, certains gérants de conciergerie ne savent pas s'ils doivent prendre tel ou tel bien et ça peut du coup les aider à, en fait, pour savoir si, il faut prendre tel ou tel bien, il faut savoir sa rentabilité donc j'imagine que tu utilises des outils comme RDNA peut-être? Ou c'est ton expérience? Pour les, La Alors, rentabilité? on utilisait beaucoup. Maintenant, on utilise beaucoup d'expériences et de cas pratiques, donc de cas concrets qu'on a. Faire un Mmh. studio dans le 16e, dans telle rue. Bon, ben, on va regarder ce qu'on a, et puis si on a quelque chose de similaire, on fait le parallèle. Et puis, tout bêtement, moi, je regarde sur Airbnb ce qui se passe, ce qui se propose, etc. Je trouve que RDNA, c'est pas mal, mais ça m'a sorti des trucs un peu biaisés parfois. Donc, j'aime bien toujours regarder ce qu'ils proposent, mais toujours le confronter à d'autres Bien sources de sûr, pas comparaison. garder qu'une seule donnée, ouais. Oui, bien sûr. OK. Donc du coup, grâce à cet outil que tu as mis en place, tu, choisis tes logements maintenant et tu prends plus tous les logements, c'est ça? Ouais, en tout cas, je me crée un petit peu de mauvaises surprises et j'ai un petit peu une espèce de charte à respecter qui me permet de très vite déceler des logements sur lesquels, bon, ben voilà, ça va pas forcément être rentable. En tout cas, que dans notre modèle tel qu'il est aujourd'hui, bon, c'est pas forcément un logement qui est adapté à notre gestion. Peut-être qu'il peut être adapté à quelqu'un d'autre ou à une autre structure si on veut, mais nous, en tout cas, ça va pas être avantageux. Et pareil pour propriétaire, du coup, ça nous fait pas du temps ni des millions. Mmh. Voilà. Ouais, du coup, tu as analysé finalement, tu as mis en corrélation le chiffre d'affaires et l'effort demandé, en fait et tu t'es dit, au bout d'un moment, ça vaut pas, l'effort, la rentabilité de ce bien ne vaut pas l'effort demandé donc tu as décidé de pas prendre certains logements mais est-ce que du coup, tu as décidé aussi d'en enlever ceux que tu avais déjà pris? Est-ce que tu as fait un choix et tu as décidé d'arrêter des collaborations? Non, j'aurais dû. Tous les jours, j'ai des membres de mon équipe qui me disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, voilà, mais j'ai trop d'affect, disons, pour certains. C'est une danseuse, comme on dit dans le milieu de l'hôtellerie. Alors, ça n'a pas la taille d'un grand palace, mais je me dis, écoute, ça fait partie du jeu. Et puis voilà. Mais en bon gestionnaire, je devrais prendre la décision parfois de revenir en année, d'arrêter un mandat. Mais bon, c'est compliqué enfin, de se désengager. J'aime pas trop le truc. Bon, ça a été mon erreur, je l'assume. Et puis, ouais, Oui, il y a aussi une question de il y a aussi une question, de réputation derrière, on va dire, hein. C'est quand même une entreprise de prestation de services sur un endroit bien précis, souvent, localement et le bouche à oreille, va très vite dans le milieu de la prestation, donc oui, il y a aussi ça. complètement. Et c'est rigolo que tu soulèves ce sujet parce que c'est un parti pris aussi qu'on a choisi de prendre. Du coup, il y a quelques mois, on s'est dit bon, on sort un petit peu de l'ombre, on devient une structure reconnue et ça passe donc par de la visibilité, de notoriété si tu veux et de l'exposition. Et donc on a commencé à avoir des plateformes d'avis, donc Trustpilot, Google Avis, on est présent aussi sur quelques forums. Et le fait d'être exposé dans les métiers de service, c'est vraiment un risque à prendre parce que, en général, les gens, souvent dans la restauration, c'est comme ça aussi. Quand les gens sont contents, ils disent rien. Oui. Et alors, ils en parlent, hein, mais ils disent rien publiquement. Mais alors, quand il y a un petit truc qui va pas, mais un tout petit truc, alors là, c'est les avis, les commentaires, les une étoile, les machins et tout. Et malheureusement, c'est ce qui est visible. Et on s'est retrouvé du coup à devoir essuyer deux, trois casseroles de petites Mmh. mauvaises compréhensions, des petites erreurs qu'on a faites aussi, parce que bon, on n'est pas parfait non plus. Mais pour du coup, un impact super lourd. Donc ouais, à prendre avec des pincettes. Ouais, à partir du moment où il y a des avis, en général, on va écrire un avis quand on n'est pas content, quoi et pour écrire un avis quand on est content, il faut qu'on nous pousse un peu plus, quoi, en tant Carrément, que ouais. Et constructeur. complètement. Et du coup, je me retrouve des fois avec des propriétaires enfin des futurs propriétaires qui me disent, écoutez, vous êtes top, c'est super, ça me paraît pas mal, mais par contre, moi, j'ai fait un petit tour sur vos avis. Et globalement, ils sont bons, hein, donc je touche du bois, c'est bien, parce qu'on a réussi à avoir des propriétaires contents qui ont fait part de leur expérience. Mais je me retrouve au niveau, du coup,
leur expliquer un petit peu que bon, voilà, ça reflète pas forcément la réalité du truc. Et je me suis retrouvé à aller voir un petit peu les avis des grands hôtels de ce monde et des grands restaurants, etc., pour voir s'ils ont aussi des mauvais avis. Alors, heureusement, ils ont aussi des mauvais avis, donc ça arrive à tout. Ouais, quand il y a que des bons avis, c'est louche en général en même temps. Ouais, c'est pas non plus. Exact. OK, on a parlé de cet aspect, rentabilité effort. Tu as parlé aussi d'un point, tu avais une équipe marketing sales qui allait, récupérer, du coup, des prospects. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps? Si c'est un nombre de logements précis, tu t'es dit: «Je vais commencer à avoir une équipe pour avoir plus de logements». Bon, il y a plein de questions, Ouais. je te laisse en parler si tu veux. Ouais, ouais, complètement. Avec du coup, on a monté la boîte avec un associé. Lui, bon, il nous a quittés parce que bon, il a d'autres projets, etc. Mais donc, historiquement, on faisait tout nous-mêmes. Tous les deux, etc. Donc, la partie acquisition jusqu'à la partie gestion. Et d'ailleurs, ça nous éclatait bien parce que c'est vraiment des trucs qu'on aime bien faire. Et puis, il y a un moment où on a été tellement sollicité sur la partie opérationnelle qu'on a dû un petit peu délaisser cette partie sales commercial, si on veut. Et moi, historiquement, j'ai aussi travaillé sur des dossiers commerciaux, sur des sujets commerciaux dans des startups, hôtelières ou pas, etc. Donc, c'est toujours des sujets qui m'ont toujours bien intéressé. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve des gens qui puissent prendre le relais là-dessus, qui puissent expliquer ce qu'on fait à des propriétaires, qui puissent les convertir, etc. Donc, à partir, je crois qu'on avait une centaine de logements en gestion. On a commencé à recruter des commerciaux sur plusieurs modèles. Donc, en freelance, en auto-entrepreneur, on a eu des salariés, on a eu des gens payés qu'à la commission, etc. On a testé vraiment tous les modèles. Et puis aujourd'hui, on a réussi à monter une équipe, donc on a une dizaine de commerciaux, plus un petit département marketing, donc ils sont deux et c'est eux qui s'occupent de faire du coup, de la publicité, de l'acquisition et du coup d'aller chercher ce qu'on appelle des leads, donc des intérêts, des clients intéressés pour ces fameux commerciaux. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est à faire tout de suite? Je pense pas. Mais il y a un moment où tu es un petit peu tiraillé, c'est toujours la même chose. Ton temps, ta journée, elle a 24 heures. Dans l'idée, il faudrait dormir un petit peu, mais bon, voilà. Et puis, il y a un moment, tu as des ressources que tu alloues à des activités ou à des Mmh. priorités. Et une fois que tu peux plus allouer le temps, bon, c'est là où il faut tenter de te faire remplacer ou de te faire renforcer, si je peux dire. Et ouais, sans acquisition, pas de nouveaux clients, quoi. Donc forcément, il faut quand même Aussi. y penser rapidement, quoi. Mmh. Et Ouais. au début, c'est nous-mêmes le commercial de notre boîte, hein, donc Bah, nous, sur le programme du coup Cohorte expérimenté, donc sur Airbnb, on a la chance d'avoir de la visibilité, d'avoir des gens qui nous contactent directement. Ça nous a suffi, disons, notre première année pour avoir pas mal de quand même de contacts et grossir. Et puis à un moment, il y a deux choses qui se sont mises en place et qu'on s'est dit bon, on veut grossir plus vite. Disons, le flux de demandes qui arrivait d'Airbnb ne nous suffisait pas, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'on voulait pas se baser 100% sur un flux d'acquisition. On s'est dit bon, si demain il y a plus de trucs ou que on a mauvaise cote ou qu'on nous enlève ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on ait voilà, plusieurs piliers mmh, d'acquisition et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre ça en place. Et puis moi, je te dis, moi, c'est des sujets que j'aime bien, donc ça m'éclate. Et puis, voilà. mmh. Puis aussi, il faut se le dire, il y a de plus en plus de conciergeries concurrentes qui arrivent sur le secteur. Donc il faut pouvoir, Complètement. aller chercher ses clients aussi. Ses Ouais, futurs clients. complètement. OK, je crois qu'on a fait, le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, pour, finaliser l'épisode? Écoute, pendant qu'on parlait, je repensais à quelque chose. C'est avant du coup d'ouvrir ma conciergerie, moi, j'accompagnais pour le compte d'Airbnb du coup des concierges expérimentés. Donc j'avais la chance d'aller dans les villes de France pour les rencontrer. Je rencontrais toujours des super profils et souvent noyés dans les opérations, etc., courir à droite à gauche. Et l'idée, c'était de prendre un jour ou deux pour prendre un petit peu de recul sur leur activité, leur business et de se dire, bon voilà, je m'assieds autour d'un bureau et je regarde qu'est-ce que je fais, où je vais, combien ça me rapporte, etc. Et puis c'est là où on avait un peu cette prémisse de ce fameux tableau où il m'arrivait parfois d'avoir des gens, enfin des concierges du coup à qui j'arrivais à montrer qu'en fait ils avaient je sais pas 15, 20, 25 logements et en fait 90% de leurs logements étaient pas rentables parce que euh, leurs frais étaient mal réglés, parce que ils passaient trop de temps sur un truc, parce qu'en fait ils faisaient un ménage qui était pas réglé par le voyageur et machin, etc. Et c'est pour ça que je sais que c'est un métier où tu es vraiment dans les opérations constamment sur ton téléphone, machin, à régler des problèmes. Et c'est bien des fois de se prendre un petit moment, de se poser des chiffres sur un tableau. Tout le monde n'est pas forcément amoureux des chiffres, mais parfois ça t'ouvre les yeux sur des réalités que tu vois pas forcément Ouais, de dans le sortir la jour tête le du jour. guidon, quoi.
Exactement, De exactement. pas travailler dans son business, mais sur son business au bout d'un moment et de sortir un peu de cet aspect opérationnel. Ouais, ouais, voilà. Après, c'est un conseil facile à donner, mais c'est pas mal. C'est plus dur à appliquer, oui, quand on est dans le feu de l'action et en plus, on arrive dans une période pour les conciergeries où effectivement là, il va y avoir du boulot et encore plus quand on est à Paris, j'imagine, pendant cette période-là qui va arriver. Et voilà, je te remercie en tout cas, de nous avoir partagé toutes ces infos. C'est vraiment Avec important plaisir. aussi de savoir calculer sa rentabilité, dans toute entreprise, mais alors en conciergerie, on voit que ça a été appliqué par toi et ta conciergerie, donc on peut le faire aussi. Est-ce que enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs veulent te poser une ou deux questions? Euh, et c'est une bonne question. Je suis sur LinkedIn. Je regarde pas mal mon LinkedIn. Si donc, tiens, Ok, ouais, mais ça avec plaisir. Et sinon, je sais pas si je peux partager mes coordonnées. Je le fais volontiers. Un petit mail. Je essaie de ok, répondre assez je rapidement. mettrai les infos de là où Avec tu veux qu'on plaisir, te si je... contacte et je mettrai Ouais, le nom de ta conciergerie. Eh bien, merci. Bonne journée, Camille. plaisir. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!